La première pression qui s'exerce de la part du pouvoir, c'est évidemment de mettre les médias sous contrôle. Donc médias indépendants, indispensables, vital. C'est caricatural, mais c'est souvent vrai. Quand quelqu'un va vous dire « nous on est objectif, nous on est neutre, c'est qu'on est super de droite ». Souvent. Il y a des médias qui ont des positions, on va dire, plus conservatrices, on va dire. Aujourd'hui, il faut bien voir que la population vote, on va dire, à un quart, un tiers pour l'extrême droite. C'est normal qu'il y ait des médias qui représentent cette tendance. C'est important que les gens aient le choix. La Pravda, ça va bien 5 minutes. Aucun journalisme n'est vraiment totalement indépendant. Salut à tous, bienvenue sur Blast, le souffle de l'info. Aujourd'hui, on est dimanche 17 juillet et c'est le dernier jour du Festival international de journalisme à Couture-sur-Garonne. On en a profité pour rencontrer différents intervenants dont le métier gravite autour du journalisme pour répondre à une question importante et essentielle. Qu'est-ce qu'un média indépendant et comment faire du journalisme indépendant? Allez, suivez-moi. Alors, il y a deux types d'indépendance. Il y a l'indépendance économique, ceux qui ont leur indépendance économique. Et très clairement, le journal où je travaille aujourd'hui a été racheté en 2010 par des actionnaires qui sont des intérêts privés. Donc on ne peut pas dire qu'on soit indépendant économiquement puisqu'on est propriété d'intérêts privés. Et il y a quelque chose qui, pour nous, est encore plus, enfin aussi important et même peut-être le cœur de la question, c'est l'indépendance éditoriale. L'indépendance éditoriale, c'est que les journalistes et la rédaction d'un journal ou d'un média comme Le Monde ou un autre aient le total contrôle de leur contenu, c'est-à-dire des choix des articles qu'ils vont faire, de l'écriture de ces articles et de la publication de ces articles. Un média indépendant, c'est quelqu'un qui, à un moment, n'est pas obligé de faire des concessions par rapport à son financement. Que ça soit parce que la publicité oblige à faire des concessions, que ça soit parce que potentiellement un actionnaire oblige à faire des concessions. C'est ça, en fait, l'indépendance. Ce que j'entends par média indépendant, c'est un média qui s'est constitué par lui-même. C'est la génération spontanée des médias. Tous les médias, au départ, sont indépendants. Au fur et à mesure qu'ils grossissent et qu'ils se structurent, ils bâtissent un actionnariat, ils entrent dans une économie des médias qui fait d'eux progressivement des médias plus institutionnels. Donc par indépendant, pour moi, je comprends médias nouveaux, médias frais, médias qui renouvellent l'offre d'information pour le grand public. Aucun journalisme n'est vraiment totalement indépendant. On est dépendant de plusieurs facteurs, l'audience, le marché, les gens qui vont vous acheter, vous lire, vous écouter. Et il faut tenir compte de ça et être le plus libre possible. Tout ça va dépendre de la structure d'actionnariat et aussi de la ligne éditoriale, parce que quand on rentre dans un journal, on souscrit à une ligne éditoriale et évidemment que chez Blast, on ne va pas défendre les théories ultralibérales. Même si factuellement, il y a des choses à dire là-dessus. Vous êtes engagé et vous allez vous inscrire dans une lignée. Le spectateur, la spectatrice, l'audience de Blast sait pourquoi il est là et aussi ce qu'il achète. Je pense qu'un média indépendant, c'est un média qui est libre de toute pression extérieure, financière, que ce soit de la part des annonceurs, des publicitaires, mais également des actionnaires ou du gouvernement, puisque les médias publics, finalement, dépendent beaucoup des subventions des gouvernements. Et donc voilà, qui n'a de compte à rendre qu'à ses lecteurs, finalement. Dans un monde idéal, je pense qu'il faudrait que des médias indépendants, des médias qui sont libres de leur ligne, qui n'ont pas peur quand ils publient un article, qui n'ont pas peur qu'on leur coupe le budget pub, qui n'ont pas peur de froisser et de raconter l'histoire de quelqu'un, même parfois des articles qui ne vont pas être forcément de l'investigation ni des gros scandales, mais parfois juste raconter l'histoire d'une personne de façon sincère et de façon rigoureuse. Parfois ça peut créer des tensions qu'on ne peut pas imaginer. Et nous, en tant que journalistes, on a l'habitude de travailler avec ces tensions. Et l'indépendance économique nous permet, et politique nous permet d'écrire ce qu'on veut dans la mesure où c'est vérifié, où on a fait notre travail. Ça, c'est une liberté incroyable. Ça doit faire partie du paysage médiatique. Les médias indépendants ne sont pas mieux que les médias non indépendants. On ne peut pas dire, par exemple, que Mediapart a plus de valeur
que Le Monde. C'est pas vrai, il y a quand même des très bons professionnels dans chacune des rédactions et qui travaillent extrêmement bien. On l'a vu avec les Uber Files. Le Monde, c'est pas caché en mode oh mon Dieu, non, on est des gros vendus, on peut rien faire. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais pour une certaine pluralité de la presse et une pluralité des voix, les médias indépendants, c'est nécessaire. C'est important que les gens aient le choix. Plus il y a de médias indépendants et plus il y a de médias différents qui adhèrent aux valeurs cardinales du journalisme, un journalisme digne de ce nom, aux chartes comme celle de Munich, des chartes éthiques et déontologiques, et plus on va avoir de l'information vérifiée et plus ça va irriguer les gens, les audiences, les publics, et c'est évidemment une très bonne chose. C'est quand même très important et primordial pour la pluralité, pour les citoyens, qu'ils aient accès à différentes sources d'informations, qu'il y ait des médias indépendants. Ça fait partie pour moi, un État démocratique a forcément des médias indépendants. Et à titre perso, moi je trouve ça rassurant que ça existe encore. J'ai bien conscience que c'est compliqué que ça existe, mais je trouve que c'est rassurant qu'on ne soit pas que contraint par, comme on disait, par des annonceurs, par des milliardaires qui viennent racheter des médias et qui viennent un peu dicter, entre guillemets, une conduite derrière. C'est nécessaire, c'est même une condition, je crois que c'est connu de toutes les organisations qui surveillent l'avancement de la démocratie, qu'il faut que le droit d'exercer la profession de journaliste et de créer des médias soit accordé pour qu'une démocratie réelle s'instaure. On le voit dans tous les régimes autoritaires, la première pression qui s'exerce de la part du pouvoir, c'est évidemment de mettre les médias sous contrôle. Donc médias indépendants, indispensable, vital. Pour moi, un militant, c'est quelqu'un qui est au service d'une cause. Et journalisme et militant est pour moi un vrai problème parce qu'on est d'abord militant et on est plutôt activiste que journaliste militant. C'est mon acception. Si on commence à utiliser les principes du journalisme, de penser contre soi-même, de vérifier, de croiser ses sources, d'aller voir le contradictoire, à ce compte-là, on devient journaliste engagé et on accepte que son postulat de départ soit peut-être faux. Parfois, des médias militants ne sont pas indépendants parce qu'ils vont reposer sur un parti, une organisation, une ONG, ils vont être adossés à des mécènes militants. Ça a toujours existé, ça existera toujours, c'est très bien. Après, je pense que c'est important pour la pluralité qu'il y ait aussi des médias qui mettent en avant tout leur travail de journaliste, d'investigation notamment, d'enquête, et sans partir avec un préjugé positif ou négatif à la base de leur travail. Après, encore une fois, ça fait partie du pluralisme qu'il y ait des médias qui soient situés politiquement. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas juste une couleur qui domine. Si j'étais un média militant pour la cause animale, j'aurais formulé ce que disent beaucoup en tout cas, de personnes qui défendent le renard, que c'est la faute des chasseurs, que c'est pour le plaisir des chasseurs, qui sont extrêmement durs avec les chasseurs. Et là, ça aurait été un article militant. Là où arrive juste le fait qu'on n'est pas militant quand on est journaliste, c'est la déontologie, c'est qu'en fait, dans ce sujet, tu vas interroger les chasseurs, en fait. Tu leur dis, alors, c'est vrai ? Tu cherches des chiffres, tu cherches des justifications. Tu dis, il y en a tant qui sont tués, il y en a tant... C'est là, en fait, qu'intervient la différence entre engagé et militant. En journalisme, il y a des règles tacites, voire carrément légales, auxquelles on doit se plier. Et justement, parce que malgré tout, même si on a nos valeurs et que l'objectivité n'existe pas, on rend un service à une personne qui lit, qui regarde, qui écoute. Et on n'est pas là pour manipuler, en fait. Souvent, en gros, dès que ça sort de la parole dominante sur les sujets, soudainement, ça devient engagé, ça devient militant, ça devient politique, ça devient... Mais non, en fait, vous aussi, vous êtes extrêmement politisés. Le Monde, le Figaro, sont extrêmement politisés. Mais comme il y a une certaine forme de discours dominant sur l'économie, sur le travail, sur les manifestations, en fait, c'est neutre. Et c'est caricatural, mais c'est souvent vrai. Quand quelqu'un va vous dire « nous, on est objectif, nous, on est neutre, c'est qu'on est super de droite. » Souvent. Pour moi, la différence, c'est qu'un média indépendant peut se fixer comme seul objectif l'information du public.
Et ça, c'est la base du journalisme. Un média militant va ajouter à l'information l'idée qu'il faut défendre une cause politique, il faut défendre des idées, un système de représentation, de compréhension du monde. Donc tous les médias indépendants ne sont pas militants, mais il y a des médias militants qui sont indépendants. Je pense que c'est déjà le journaliste. Un média indépendant, même s'il est indépendant, il va quand même faire le travail de journaliste, aller vérifier ses sources, ça va apporter une parole contradictoire et essayer dans une moindre mesure de faire paraître ses opinions. Alors que dans le média militant, c'est pleinement assumé et c'est mis en exergue qu'il y a des opinions et il s'en cache pas. En théorie, la pluralité des médias indépendants, c'est super. En pratique, c'est un petit peu comme dans n'importe quel marché. La place n'est pas illimitée. D'un point de vue purement financier, d'un point de vue marché et clientèle possible, parce que c'est ça, c'est de la clientèle en fait, c'est pas infini en fait. Et à un moment, j'ai pas forcément d'avis, j'ai pas forcément de solution, mais à un moment, on va finir par être bloqué. Quand on parle de médias indépendants aujourd'hui, il faut bien dire qu'on pense souvent à des médias un peu militants, écolos, progressistes, de gauche, et qu'il y a des médias qui ont des positions, on va dire, plus conservatrices, on va dire. Aujourd'hui, il faut bien voir que la population vote, on va dire, à un quart, un tiers pour l'extrême droite. C'est normal qu'il y ait des médias qui représentent cette tendance. On ne peut pas avoir un média indépendant qui s'autoproclame le média indépendant et qui serait en situation de monopole. Il faut que ça discute, il faut que ça ferraille. C'est le propre du journalisme. Il faut qu'il y ait des journaux indépendants plutôt de gauche, des journaux indépendants plutôt de droite, conservateurs, libéraux, etc. Ah oui, pour moi, il peut vraiment se pérenniser s'il arrive à construire une audience et un contrat de lecture ou de visionnage, en l'occurrence, avec son audience, avec son public. On sait ce qu'on va acheter, on sait pourquoi on va s'abonner. Il peut y avoir des abonnements de soutien, mais il y a un contrat de lecture. Si je vais acheter Libération ou Society, il y a un contrat de lecture qui est clair et je sais à peu près les informations que je vais avoir. Et si je m'abonne à Blast, je sais que je vais avoir une information sociale, engagée, avec des faits et des enquêtes. Mais évidemment, ça n'ira jamais défendre la théorie du ruissellement. Je le sais. Et j'adhère. Donc si on développe ce contrat de lecture et qu'on arrive à avoir un lectorat de niche, je crois qu'un média indépendant peut fonctionner, pas nécessairement en croissance folle, d'essayer de toucher le grand public, mais de toucher un public ciblé, une audience, une communauté, pour se pérenniser. Et ensuite, vous voyez. Voilà, le Canard enchaîné, c'est un média indépendant. Il existe depuis un siècle, si je ne dis pas de bêtises, peut-être plus. Donc ça peut se pérenniser. Mais effectivement, c'est un écosystème qui est plus fragile parce qu'il y a moins de fonds, il y a moins de solidité économique. On dépense souvent de souscriptions, d'abonnements, qui sont souvent des actes un peu militants. D'ailleurs, s'abonner à Mediapart, s'abonner à Blast, c'est aussi soutenir une certaine forme d'information, mais c'est vrai aussi pour le Monde. Les gens qui s'abonnent au Monde aujourd'hui, ils sont 1,5 million, c'est beaucoup, on n'en a jamais eu autant. C'est aussi pour soutenir une certaine forme de journalisme, qui est celui qu'on promeut. Et donc c'est aussi un acte militant de s'abonner au Monde. C'est évidemment un acte commercial, puisqu'on s'abonne pour recevoir de l'information, mais je pense que on ne s'abonne pas au Monde par hasard, quoi. Moi, je pense qu'il y a l'aide du gouvernement qui peut aider. Je pense qu'en fait, je trouve que les gouvernements, ils n'aident pas beaucoup les citoyens à financer des abonnements. Donc, s'il y avait ce genre de dispositif pour accompagner les abonnés, les lecteurs, pour pouvoir prendre en charge leurs abonnements, je pense que les gens se tourneraient pas que vers les gros médias. Et là, du coup, les petits médias auraient leur chance. Je pense que pérenniser un média indépendant, déjà, ça marche bien. Quand, à un moment, on a une personne extrêmement prescriptrice qui le fait, c'est le cas de Blast, ça a été le cas de Mediapart, ça a été le cas de Les Jours. Ces personnes-là sont connues, ça fait un petit peu star de cinéma, mais ont une fanbase en fait, ont des gens qui les suivent et qui ont confiance en elles. Donc résultat, c'est plus
c'est plus facile de le pérenniser parce qu'il y a déjà de base un gain de confiance. Donc on a déjà un petit peu plus de marge, un petit peu plus de longueur, un petit peu plus de souffle. Après, pérenniser un média, ça demande une grande intelligence pratique, économique, déontologique. C'est vraiment... Et des fois, ça marche pas et on ne sait pas pourquoi. Et on n'est pas aussi installé que peut l'être Le Monde, que peut l'être Libération, que peuvent l'être d'autres magazines. On n'a pas ce socle. Donc, quoi qu'il arrive, ça peut déraper. En 5 ans, ça peut déraper, voire en moins. Nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on a fait. On s'est beaucoup focalisé sur Facebook. Et en fait, on s'est fait avoir parce qu'aujourd'hui, les algorithmes, ils changent. Et ça, c'est là où arrive le problème. C'est que même, et là, c'est compliqué, c'est que même en étant un média indépendant, parce qu'on parle publicité, actionnaire, mais les réseaux sociaux, en fait, c'est comment conserver son indépendance face à l'algorithme. Quand Facebook, il y a 4 ans, vous dit, bah maintenant, il faut faire des vidéos de 3 minutes. On s'est tous mis à faire des vidéos de 3 minutes. Ensuite, maintenant, à un moment, ça a été des vidéos de 10. On en a fait des vidéos de 10. Instagram, maintenant, vous mettez une photo, mais plus personne vous voit. Par contre, vous faites un Reels, tout le monde vous regarde. Alors vite, on va faire des vidéos de 10 secondes. Et ça, malgré tout, c'est aussi une problématique d'indépendance parce que parfois, ça arrive, résultat, de créer des contenus en se disant, bah ça, en fait, ça va être partageable, ça va beaucoup marcher sur les réseaux sociaux, ça va augmenter mon audience. Mais en fait, si vous vous posez, vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale et à ce que vous avez envie de faire. Aujourd'hui, comment élargir son audience ? Il y a de plus en plus de médias, Revue Far West compris, qui décident d'y aller au contact, en fait. Au contact. Dans la newsletter. De dire, ben maintenant on crée des newsletters, on ne va pas passer par un tiers, on ne va pas passer par un réseau social, on va venir vous chercher chez vous. Il y a des choses aussi qui se créent beaucoup au niveau local, qui sont des partenariats tous ensemble. Des médias qui s'allient, qui se rencontrent, qui disent, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Est-ce qu'on peut partager du contenu ? Est-ce qu'on peut partager des ressources ? Est-ce qu'on peut vraiment travailler en synergie comme ça ? Et là, maintenant, à cet instant T, à l'été 2022, comment un média indépendant peut élargir son audience et réengager l'abonnement ? Mais je pense qu'on est tous en train de se poser la question.